Bonjour à tous, dimanche politique, c'est l'heure d'être avec vous pour ensemble installer notre consultant politique Agapit, Napoléon Mafoulikan. Bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs, un bon dimanche de Saint-Esprit. J'espère que chacun a reçu le feu vivifiant de l'Esprit Saint et que ce dimanche apportera à chacun, à tous, toute l'énergie dont chacun a besoin pour vaincre les situations les plus difficiles et affronter les défis de la vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les défis de la vie, ceux-là même devant qui ces défis se dressent, ce sont les maires déjà installés à succès et ceux peut-être qui encore attendent d'être installés. On va en parler dans ce décryptage-là où nous vous avons. On aurait aussi pu, on va dire, faire le tour des profils déjà des maires installés, mais pourquoi pas parler aussi de ces défis-là comme vous l'avez annoncé, mais les tendances et les données nous forcent à parler d'autres choses, de ces blocages-là, de ces reports perlés. Comment comprendre cet élément nouveau? On a la chance de vous avoir. Alors, la première question, justement, tout était annoncé pour être simple ou quand on est consultant comme vous, on a vu venir ces reports? Alors, est-ce qu'on a vu venir ces reports? Oui et non. Oui, parce que nous l'avions dit avant le démarrage que rien n'était taillé dans du marbre et que rien n'était acquis d'avance. Donc, la politique est une dynamique. J'ai parlé des dynamiques locales, les dynamiques nationales, les dynamiques sociétales, les dynamiques sociologiques. Nous ne sommes pas dans le monde des humains, c'est pas un monde des objets, c'est pas un monde statique. Tout bouge, tout évolue. Donc, on ne peut pas systématiquement dire les textes sont dits, ça va marcher comme ça. Après, on peut être surpris de l'ampleur. Lorsque on part dans les chiffres, par exemple, pour être plus concret, on est censé, entre le 28 et le 30 mai, installer 43 conseils, dont 42 conseils municipaux et 42 conseils communaux et un conseil municipal, celui de Parakou. Alors concrètement, le conseil municipal de Parakou n'a pu être installé, faute d'accord, et on reviendra sur ce cas, mais de manière générale, on a pu installer globalement, réellement, que 26. Donc sur 43 possibles, on n'a pu installer que 26 conseils avec élection des maires. Quand il dit installer, c'est passé avec l'élection des organes dirigeants. Sinon, les installations ont été faites. Les préfets se sont déplacés, sauf dans un ou deux cas où les reports ont été annoncés. Sinon, les préfets se sont déplacés, ont déclaré installer les conseils communaux ou municipaux, notamment le conseil municipal de Parakou. Les ont déclarés installés. Les bureaux d'âge ont été installés et il fallait juste maintenant passer aux élections. Et dans 17 cas sur 43 possibles, ça a bloqué. Ça a bloqué parce que simplement, le jeu n'a pu être joué par tous. Alors donc, est-ce que quelque chose était prévisible comme ça, comme je vous l'ai dit, en termes de dynamique comportementale, en termes de dynamique humaine, sociétale, comme je vous l'ai dit, sociologique ou politique? Tout était prévisible. Mais après, on ne peut pas comprendre que lorsque qu'il y ait tant de nombres, que pratiquement un peu plus de la moitié, pratiquement, un peu plus, bon, un peu moins de la moitié, on parle de 17, donc un peu moins de la moitié, que des conseils censés être installés, qui est de tels blocages. Ce n'est pas compréhensible. C'est l'ampleur qui pose ici le problème, le nombre. Ça veut dire quoi? Sur près de 2 conseils, pratiquement, c'est 0, il y a 0,75 blocages. Sur 2 conseils, il y a 0,75 blocages. C'est beaucoup. Bon, évidemment, on ne peut pas aller au nombre décimal, mais c'est pour montrer quand même que c'est près d'1 sur 2. 17, 26. Voilà, donc, voilà le problème. Il faut aller maintenant chercher les causes. Les causes, justement. On va peut-être tout le long de cette émission essayer de les trouver, mais finalement, quand même, on se disait qu'on a aujourd'hui moins de partis. Alors, des partis plus ou moins, on va dire, travailler avec une certaine cohérence. Première question, à la recherche des causes, comment comprendre tout ça? Exactement. C'est justement dans le moins de partis, en voulant trop bien faire, qu'on est tombé dans cette
situation. Je vous le dis, quand on avait beaucoup de partis, c'est simple, hein, et la majorité, le parti le plus majoritaire, il prend d'abord avec 40% au moins des suffrages. Quand il a 40% au moins des suffrages, il prend déjà la moitié plus 1. Donc, du coup, les tout petits partis qui suivaient, enfin, ce parti qui a déjà pris la moitié plus 1 est déjà en position, hein, de faiseur de roi. Tout à fait. Vous comprenez? Peut-être que dans un arrondissement, mais si le parti est majoritaire dans les différents arrondissements, ou bien dans plus d'arrondissements que d'autres, ce parti devient le parti leader de la commune. Et donc, n'a plus besoin de beaucoup d'alliances, ou alors a besoin de deux petits partis pour créer ces alliances. Et ça jouait. C'était plus simple alors. Ensuite, ce qui était plus simple aussi, c'était que la latitude que les partis avaient de sceller leur alliance. C'est pas toujours l'élément du terrain. C'était pas toujours le terrain qui commandait, mais ils scellaient leur alliance. Et je pense que le législateur a voulu trop bien faire en voulant que le maire soit désigné par le parti majoritaire. Je pense que c'est un peu trop parti, c'est un peu trop encadré. Parce que même en le disant, il aurait fallu l'encadrer et montrer clairement les ouvertures. Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, qui a quand même des partis allant de la gauche vers la droite, au centre, les libéraux, les verts et autres, les extrêmes, que ce soit en droite comme en gauche, à gauche. Mais dans les Länder, l'Allemagne est un pays fédéral. Mais dans les Länder, qui sont les États fédérés, mais vous avez toutes sortes d'alliances. Parce que quel est le problème? C'est le développement à la base. Les gens sont libres de fédérer, de faire des alliances qui leur facilitent le développement local. Donc, les mécaniques partisanes, les mécaniques partisanes au niveau national ne sont pas nécessairement applicables dans les dynamiques locales parce que la réalité locale est tout autre. Une personnalité censée être de la gauche extrême, peut-être une personnalité adulée dans une localité, aimée par ailleurs, et donc dont les populations ont besoin, mais dont les théories au niveau national ne peuvent pas marcher, mais fondues dans les dynamiques de cohabitation politique au niveau local peuvent donner. Et donc, on voit des partis d'extrême en Allemagne fédérés. Et même au niveau national, même si actuellement on a la grande coalition qui dirige l'Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire les deux grands partis, ça montre l'ouverture d'un pays comme l'Allemagne. La grande coalition de 2000 à aujourd'hui, l'essentiel de la vie politique allemande a été conduite par la grande coalition. Pourquoi? Parce que il s'est avéré que les partis, les pôles gauche-droite, n'arrivent pas toujours à fédérer avec les petits partis. Et on a ouvert que même qui sont des grands partis, qui ont peut-être besoin de petits partis pour faire pour créer leur coalition de gouvernement, ils peuvent, pour la cause nationale, s'entendre entre eux. Donc au niveau national, on a la grande coalition. Au niveau des Länder, on a des coalitions locales de toute nature, selon les besoins de la localité, de la région, enfin de l'État en question, qui permet au pays d'avancer. Je prends ce cas tout simplement pour montrer que, en demandant que le maire soit désigné dans le parti majoritaire et en ne l'encadrant pas de manière claire, avec 2 ou 3 cas de figure, des situations qui peuvent advenir pour ouvrir les dynamiques, le législateur s'est enfermé le jeu, et naturellement ce qui doit arriver arrive. Je vous ai dit, sur 2, il y a 0,75 qui cale. Ça montre clairement que c'est dans tous les 3 partis. Justement. C'est là le problème. Ça concerne tous les 3 partis. Donc, ce n'est pas un problème du parti. Regardez un parti aussi, quand vous voyez le dinosaure Benoît Moussou, quand vous voyez Pascal Guérin Koupaki, quand vous voyez Lazare Serwito, quand vous voyez comment c'est Abraham Ziziloui, quand vous voyez ces personnalités dans un parti comme l'Union progressiste, qui n'arrive pas à gérer ces majorités. Mais vous comprenez que le mal n'est pas nécessairement lié aux hommes. C'est lié à la dynamique. C'est c'est le législateur. Parce que, comme je l'ai dit, sur le terrain, il y a des dynamiques.
Imaginez Bruno, moi je dis non, entendez-vous, on m'a dit mais qu'est-ce que le vieux dit? Si c'est parce qu'il y a des coups qui dit mais écoutez, on a besoin quand même vous devez être discipliné, on va dire mais à qui il en impose? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il sent qu'Autonou il veut nous imposer. Or, un parti, c'est une discipline, d'accord, mais aussi c'est une démocratie. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que moi, à l'analyse, une semaine après, enfin 3 jours après la situation, je pense que nous avons vu le code électoral beau. Je pense que dans la pratique aujourd'hui, on se rend compte que oui, il est beau. Pour moi, le choix fait au niveau national fonctionne très bien. On a les 10% permis d'avoir de grands partis. C'est clair aujourd'hui. Je pense que dans 6 ans, lorsqu'on ira aux élections générales, chacun saura à quoi s'en tenir par rapport au positionnement. Les partis, même s'ils s'en créent 5 en plus, et ils vont aux élections, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas tous avoir les 10%. Ce qui est sûr, on n'aura pas plus de 9 partis. Puis on n'aura pas un 10 à 10%, 10%, 10%. Impossible. Impossible. Donc, au pire, annullerons réellement la vie politique une dizaine de partis. Dans un pays comme le Bénin, c'est suffisant. Donc, ce côté de la réforme, c'est une... L'aspect national, oui, ça marche. Mais à l'interne des partis, je pense qu'il faut leur laisser le temps de se dynamiser, de fédérer, de fondre, parce qu'ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux et ils viennent d'ailleurs. Les cassures sont là. Non, ce n'est pas des cassures, c'est des adversités normales, issues déjà des clans connus au départ, RB, MAP, conscience, la nouvelle conscience, PSD, UPP, ils ne sont pas des partis a priori, ils ne sont pas des partis a priori faits pour être ensemble. Après, ils ont fédéré. C'est une avancée. C'est une avancée. Mais là encore, il faut les... Mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'au niveau local, la question n'est pas nécessairement BPAD, je ne sais pas, PSD et autres. C'est d'abord, quelles sont les affinités pour aller au développement. Autant le chef de l'État peut nommer qui il veut comme ministre. C'est lui qui impose la ligne à suivre. C'est lui qui, on dit, il nomme les membres du gouvernement, il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions. Il est le chef, c'est lui qui dit qui il veut, il lui donne le contrôle de sa mission, il l'oriente comme il veut, il arrête la mission quand il veut. Ça, c'est plus facile à faire. Mais c'est plus facile, on peut ne pas s'entendre, et bien appartenir au même gouvernement, parce que nous avons un chef qui fixe le cap. Tout se joue par rapport à lui. Mais dans un conseil communal ou municipal, c'est différent. Parce que d'abord, tout est électif. Le conseil est électif, le maire est électif, ses adjoints sont électifs, les CA sont électifs, et les décisions sont prises par le conseil à majorité. Donc, si on ne sait pas faire, on ira vers le blocage. Et donc, le développement à la base, qui doit suivre la nouvelle dynamique nationale en termes de la nouvelle impulsion, je veux dire, l'impulsion nationale, aujourd'hui, imprimée par le président Talon depuis 2016, la dynamique, le développement à la base qui doit suivre ne suivra pas s'il n'y a pas de cohérence, de cohésion au niveau des conseils. Or, en imposant que les majorités, que le maire soit nécessairement issu des majorités, on n'a pas toujours cette réponse. Parce que si se rend compte que les gens sont élus, mais ne s'entendent pas toujours. Et comme je le dis, ce qui se passe aujourd'hui sur 17, 43 possibles, 17 blocages, et là encore, on n'a pas cité là où c'est reporté, sans élection, sans que le préfet, grand papa a demandé un report. Hein, il a eu. À Bonoum, le président n'est pas, le préfet ne s'est pas déplacé. Donc, c'est pour dire simplement que il faut réfléchir sur cet aspect. Et c'est là peut-être que on peut se poser alors la question de savoir, mais le législateur s'est-il réellement trompé? Ça c'est la question. Mais avant qu'on ne la pose, celle-là, qui quand même paraît technique, il y a celle-là plus superficielle de se dire, est-ce que les partis aussi n'ont pas été trop habitués à la guidance, on va dire à la gestion peut-être des autorités, comme le chef de l'État pour les partis qui lui sont proches, et peut-être l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, pour les FCBE. Aujourd'hui, on sent les partis laissés
à leur propre, on va dire, à la responsabilité des acteurs internes. Est-ce que ceci n'explique pas cela? Ceci explique cela dans une grande majorité. Je pense qu'on peut le dire, ça se tromper. Nous avons été habitués à des partis, disons, partis privés, partis entreprise personnelle, partis possession de quelqu'un. Qui décide de tout? La RB de Niké Forsoglu, le PSD de Bruno Amoutsou, le PRD de Adrien Mbedji, le Falafia, à l'époque, c'était déjà un groupe. Même bon, de Sakakina, Jérôme fait personne âme, et le Kadoulian de Sakasalé. Vous voyez, donc, on est habitué à ça. Et donc, les partis patrimoine, partis entreprises personnelles, ont tellement... Oui, évidemment, avec ceci d'avantage que, bon, quand le chef suprême, bailleur de tout, des décideurs de tout et de rien, mais comme il est le bailleur, donc il est le maître absolu. Quand il vous doit... Quand il décide, c'est décidé. Il y a très peu, de toute façon, ce sont celles d'affidés qui y vont, très peu de rébellion. Or, aujourd'hui, c'est ouvert. J'aurais pu m'inscrire à l'UP ou au BR, ou même rester au FCBE, comme j'étais membre d'un parti qui était au FCBE. Alors donc, c'est un parti qu'on s'aime particulièrement. Parce que bon, moi je m'inscris au BR, par exemple, vous vous inscrivez au BR, un kidam avec qui j'ai eu quelques petits... J'inscris au BR, et on se croit dans un conseil. Alors vous pensez qu'on s'aime particulièrement? Donc, en réalité, l'ouverture des partis, vous voyez, à l'adhésion libre, le fait de rendre les partis autonomes et nationales font que, ce fait que, donc, enfin, le fait de rendre ces partis et leur donner un caractère national induit naturellement une situation donc de liberté absolue et donc en griffe de libertinage ou bien de pilotage un peu à vue à des niveaux donnés. Parce que l'autorité qui donne, quand vous regardez une région comme Zobodomé, par exemple, on peut quand même dire que le ministère l'agence a quand même contrôlé cette zone pendant bien longtemps. L'UP est venu en tête, l'UP n'a pu imposer son candidat, qui plus est était déjà sur place avant. Donc, voilà une logique. En d'autres temps, comment l'agence peut parler et ils ne vont pas suivre. Ils vont pas suivre. Donc, effectivement, le pilotage libre des partis politiques, donc, pilotage, quand dit libre, pas à vue. C'est un pilotage libre, c'est-à-dire il n'y a plus un chef suprême, un commandant de bord absolu. Le parti est piloté par, bon, on peut peut-être dire le pilotage collectif. Ou collégial. Le pilotage collégial, donc ou collectif, donc des partis politiques, fait que ça a instauré une certaine liberté dans les exactement. Et je pense dans les ambitions. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça dépersonnalise les partis. Et ça les rend vraiment libres. Regardez ce qui s'est passé à Parakou. Mais c'est édifiant et c'est intéressant. Quand vous voyez la dame Alimatou qui dit « Moi, je suis candidat » devant le grand Yaya Ablaï, Yaya Aboubakar, mais c'était émouvant. Mais est-ce que vous pensez qu'au temps du règne absolu de Bodomboni Yahi, chef suprême du parti, et guide incontournable, leader invétéré, et grand seigneur devant tout et rien, vous pensez que devant lui, la dame peut se permettre de dire ça? C'est non. On l'aurait conduit en même temps au domicile, elle va se faire nettoyer proprement, enfin, redresser les bretelles et venir faire allégeance à qui de droit. Donc, aujourd'hui, on a dépassé cette moment. Et on est face au vrai, en fait. On est face au parti, à ce qui doit être un parti. Des courants à l'interne. Donc, des ébullitions. On n'est pas tenu de s'aimer. On n'est pas tenu de s'aimer ou de s'entendre. Mais il y a un idéal. Et donc, pour moi, ce qui s'est passé, loin d'être déplorable, c'est ça qui est plutôt souhaitable. Ce que là, donc, on va en arriver tout à l'heure, je dirais, mais est-ce que les députés avaient trop tort? Est-ce qu'ils étaient trompés? On n'a pas répondu à la question parce que il fallait dépouiller cette partie. Vous m'avez arrêté, je me suis plié à votre... Et parce que effectivement, il faut se demander, est-ce que c'est les partis qui ont failli? Pour moi, c'est non. C'est non parce que... Donc les partis n'ont pas failli à, on va dire, à contenir les éléments en leur sein. Vous dites non? Oui, je préfère dire d'office non. Quoique, on peut nuancer. Je dis,
quand vous avez la majorité, il faut faire le dialogue, il faut vous humilier, il faut aller vers les autres, il faut discuter, il faut organiser, il faut fédérer. Tout ça, c'est bien. Quand vous êtes UP, vous avez 10. Et en face, vous avez 9 BR. Il faut déjà faire l'unanimité autour de vos 10. Déjà. Même, donc, aller au-delà. Et aller au-delà, et aller vers les autres. En disant, donc, nous, notre maire proposé, c'est celui-ci. Mais pourquoi vous arrachez toutes les postes, alors que vous êtes UPBR, par exemple? Vous voyez, c'est d'abord, donc, c'est pour ça que je dis qu'on peut mettre des nuances. Mais si on doit mettre beaucoup de nuances, on risque de ne pas s'en sortir. Tout à fait. Vous voyez, normalement, là où je regarde un endroit comme Ifaï, par exemple, c'est qu'un cas, j'aurais pu parler de Adjara, j'aurais pu parler de Materi, j'aurais pu parler de Kobli, c'est-à-dire, quand vous prenez ces endroits, il aurait bien fallu simplement que la majorité désigne son candidat et aille vers l'autre majorité, l'autre bloc de la majorité, mais qui est minoritaire. C'est-à-dire, UPBR appartiennent à la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Pourquoi moi je suis majoritaire à Ifaï, l'autre est majoritaire à Kobli, l'autre est majoritaire à, je ne sais pas, à Djong? Pourquoi on ne peut pas se dire au niveau de la direction nationale, envoyer des directives au niveau de... Parce que la direction nationale fédère au moins les directions départementales et au moins les directions communales. J'espère que les partis ont déjà ça. Alors pourquoi ne pas réunir tout ce monde en un mini-séminaire, par exemple, pour dire, voilà la situation. Partout où nous sommes majoritaires, nous prenons 2/3, nous prenons 3/5 et nous laissons 2/5 à notre allié. Donc, vous êtes en train de dire qu'avant même les questions de test, il a manqué, on va dire, de management du partage en réalité. Je ne veux pas mélanger. Nous parlons des partis à l'interne. Tout à fait. On ne parle pas encore des textes. On ne parle pas encore des textes. Tout à fait. On suppose que, donc, on est au parti. Et pour, je le dis, il y a 3 partis. L'origine s'est éclaircie. C'est à saluer, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il aurait fallu, comme je vous l'ai dit, simplement que les directions nationales, je l'ai dit à une des chroniques, que les directions nationales devraient se voir et des deux blocs, des deux partis de la majorité présidentielle, et travailler et réfléchir, surtout au regard de ce qui s'est passé durant la campagne, où ils se sont tirés entre les pattes parfois. Beaucoup. Donc, ils devraient faire, et le cas de Porte-Nouveau, avec les échanges de communiqués, était illustratif. Il y a le cas de Parakou, mais à Parakou, ils ont su calmer et fédérer. Ça, c'est quand même le bon cas. Donc, Parakou devient un cas d'école sur lequel on peut peut-être revenir. Mais donc, le cas de Porte-Nouveau, quand même, montre que, bon, il y a une situation qu'il faut régler. Ils devaient se retrouver et dire, mais que faire? Que faire? Quand je vois les vieux briscards politiques, d'un côté, je voulais parler des dinosaures à Moussou et autres, de l'autre, Abila Biotchané, je me dis, mais, et pas moindre dinosaure que quelqu'un comme Abimbola, il n'est pas vieux, mais c'est un ancien, il est dans le rouage, il a hérité du père, et c'est quelqu'un qui est dedans, c'est un homme de terrain, il connaît. Alors, je ne veux pas parler des Badamassi, c'est des vieux briscards, ils l'ont appris soit à Moussou, ils se sont libérés, ils sont devenus... Alors, donc, quand vous les regardez, vous dites, mais comment ils ne peuvent pas imaginer que le terrain commande différemment, et donc travailler déjà en symbiose, en synergie, pour calmer. Donc, se partager, même si la loi dit vous prenez tout, on va dire bien, nous on a le droit de prendre tout, mais commençons déjà par céder 1 ou 2, hein, si c'est un arrondissement sur 3, si c'est un adjoint sur 2. Donc, ce faisant, il faut créer déjà une situation. Et gérer cette question-là. Donc, voilà ce qui aurait pu faire en sorte que, au lieu que ce soit l'UP qui impose, ou le BL qui impose, parce que la majorité, l'un ou l'autre est majoritaire, impose le candidat, ce serait que, ensemble, ils se retrouvaient la veille, ils réglaient cette question, et là où il y a 25, et il y a peut-être 8 FCBE par exemple, et ils se retrouvent à leur groupe, donc les deux à 17, c'est ça? Et donc, alors qu'ils auraient besoin de 13 possibles pour passer, s'il y a 17, sans doute que on aurait moins de cas comme aujourd'hui. Alors, donc, ce n'est pas la panacée, mais c'est une ouverture possible. Tout comme l'autre ouverture possible était
Tout simplement que on laisse les gens, comme le principe avant, qu'on laisse le principe. Qu'on dise, ok, le candidat, non, et qu'on dise simplement que le candidat à la mairie doit être élu parmi la liste majoritaire. Alors, donc, la liste majoritaire laisse, donc c'est pas la liste majoritaire désigne, non, les candidatures doivent être issues. Donc, s'il y a deux candidatures, on vote. L'aspect de la désignation complique davantage. Voilà, ça complique parce que ça comme ici, certains sont mieux parrainés que d'autres. Donc, du coup, on laisse les gens et ils y vont directement. Donc, le cas de parcours législatif. Quand vous voyez le maire sortant en BR, Charles Tokor dit, c'est Dame Alimantou qui devrait être élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BR, en tout cas, pour ce qu'on a pu voir, était prêt à élire plus Dame Alimantou qu'à élire Aboubakar. Tout à fait. Hein? Et donc, et déjà, si à l'interne du FCBE, où ils sont 17, ils n'arrivent pas à fédérer, hein, les 17, à rassembler les 17, et que Dame Alimantou a pu avoir l'onction des autres. Des rivaux. Oh, mais donc pourquoi ne pas y aller? Et ainsi de suite. Parce qu'ils sont ensemble. Le conseil est un bloc. Ce n'est pas un parti contre les autres. Quand on regarde le cas de Parakou, où Charles Tokor a pris la direction en 2016, dans des conditions où le maire FCBE a été destitué, les FCBE qui étaient majoritaires n'ont pas désigné un candidat, et c'est le maire qui est de notre alliance qui a été désigné. Le cas, il est à la Cour suprême. Les autres n'ont pas de candidat. Donc, et pourtant, ils ont dirigé la mairie en bonne symbiose. Je pense que c'est l'une des mairies bien dirigées. Et beaucoup s'extasient devant le travail fait par... Donc, ouais, l'un de l'autre, si on va citer les cas de figure, on va citer beaucoup. Donc, il y a des nuances par rapport à cette affaire de désignation au niveau donc de la majorité. Il y a des nuances. Je pense qu'on va passer, on aura l'occasion de revenir. Mais il aurait fallu simplement s'attarder un peu et ne pas penser que ça devrait être mécanique. Ça, les partis se sont trompés et tous les trois partis se sont trompés. Et c'est vraiment le premier cas du jeudi 28 aurait dû sonner comme une alerte au niveau de l'UPDBR, parce que bon, FCBE n'a raté que à Parakou. Pour le moment, ça a fonctionné un peu aux autres endroits. Copago, c'est passé. Copago, Kandi, c'est vite passé. Bembereke, non, Sénandé, c'est pas le FCBE. Ah, ok. Sénandé, c'est le BRI, il me semble. Donc, Copago, Kandi, Bembereke, ils ont 7, hein. Je pense qu'après, il faut ajouter... Bantay, ils savaient qu'ils n'ont pas encore fait. Hein, et puis, il reste 2 autres. Voilà, donc. Alors, donc, si on fait le point, c'est que le FCBE, en dehors du 28, ont réussi globalement, eux, ils ont fait, je pense que c'est globalement 4. Ils ont réussi 3 sur 4. Il leur reste 3. Tout à fait. Il leur reste 3, il leur reste Chavet, il leur reste... Banter et me semble une dernière commune. Voilà. Alors, finalement, on va le dire ainsi, revenir déjà au texte justement. Voilà. Est-ce que vous disiez quand même que le législateur a voulu bien faire, peut-être a été trop loin? Vous l'avez expliqué, hein? Est-ce qu'on peut y revenir? Alors, est-ce que les députés se sont trompés? Oui, hein, je vais être un peu nuancé, mais une nuance... C'est un oui, mais. Un oui, mais. Oui, mais. Ils se sont trompés quand même. Enfin, oui. Pour moi, oui. Oui. Avec un mais quand même. Alors pourquoi? L'article 89 est clair. Le maire est élu au scrutin uninominal à la majorité. Je pense que c'est ce que. Au scrutin secret. Voilà. Donc c'est uninominal et c'est secret. Je pense que c'est les deux choses qu'il faut garder. Donc, l'article 89 est clair. Le maire est élu au scrutin uninominal et secret, au scrutin secret, et le vote est uninominal. Ça veut dire quoi? Chacun est candidat. Ce n'est pas une élection de liste. Ça aurait pu l'être. Ça aurait dû l'être. Ça aurait dû l'être. Ailleurs, on connaît déjà le maire. Et donc, le maire présente sa liste. D'abord, dès qu'on va aux élections, on présente déjà que dans cette commune, c'est lui, le porte-flambeau. Donc, chaque parti aurait dû. Mais notre code n'a pas permis ça. Ça, c'est le premier élément. Si c'était clairement comme ça, là, une fois élu,
une fois majoritaire, de casting on connaît déjà que c'est c'est autour de lui qu'on a fait campagne. Tous les autres savent qu'ils doivent lui faire allégeance. Même si sans le dire, certains ont... Enfin... Personne. Nous avons, regardez, je ne veux pas, il y a des communes où ça a été fait, donc je n'ai pas envie de focaliser sur, mais nous avons des regards différents. Moi, dans telle commune, je voyais telle personne, après c'est telle autre, et ainsi de suite. Donc, c'est pas si évident. Il y a peut-être 2 ou 3 communes où c'est peut-être aussi clair que ça, mais pas toujours. Donc, il faut savoir raison garder parce que ça peut. Donc, ça aurait dû être de manière clairement vu comme ça. C'est pas fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, donc, quand on a parlé de on a dit que la liste majoritaire désigne le maire SSH. Et il est élu au scrutin et uninominal par le vote secret. Bien. C'est beau comme ça. Mais l'article 90 revient. Et l'article 90 dit en cas d'absence de majorité absolue au premier tour. Et là, le problème commence. Ça veut dire que, bien qu'on reconnaisse que la liste majoritaire va désigner le candidat à la mairie, on sait bien que c'est une élection. Et une élection ouvre la voie à toutes sortes de résultats. Et donc, en cas de majorité absolue, au premier tour, et en cas de partage de voix, il est organisé autant de tours que possible jusqu'à ce que le parti qui aurait reçu le plus, enfin, le candidat qui aurait eu le plus de suffrages soit élu. Ça, c'est l'article 190. Ça veut dire quoi? L'article 190 ouvre la voie à une candidature, à des candidatures plurielles. À une compétition interne. À une compétition interne. Maintenant, la question est de savoir, cette compétition se déroule-t-elle nécessairement au sein de la liste majoritaire ou c'est une compétition ouverte? Là également, on aurait dû clarifier. Ça n'a pas été clarifié. Donc, quand on passe en l'absence de majorité absolue au premier tour, là c'est clair. On dit, mais en cas d'égalité de voix, donc on est déjà dans une dynamique de candidature plurielle où les gens n'ont même pas pu se partager, n'ont pas pu se départager. On remet autant de fois que possible pour qu'ils se départagent. Maintenant, qui sont-ils pour se départager? Est-ce des candidats du même parti? Ce qui me poserait quand même un problème. Parce que autrement, on ne peut pas dire que la liste majoritaire désigne au niveau à l'article précédent. Pour moi donc, l'article 90 ouvre le jeu. À partir du moment où il n'y a pas la liste majoritaire n'a pas pu avoir la majorité au premier tour, normalement, il est ouvert. Mais politiquement, c'est une réception aujourd'hui compliquée. Non, c'est pas politiquement. C'est toujours... À partir du moment où ce n'est pas aussi clair, on est dans les interprétations. Et en matière de droit, l'interprétation ne vaut pas... C'est votre interprétation, ça ne vaut que votre interprétation. Jusqu'à ce que soit la loi change, soit ce que le juge interprète, soit ce que la jurisprudence vous donne des pistes. Vous donne des pistes, hein, ou alors que la doctrine vous éclaire. Voilà un peu les sources, bon, on va parler dans la coutume. Donc, c'est d'abord la lettre, la loi, la jurisprudence, la loi, l'interprétation du juge, juge contentieux ou juge je ne sais pas quoi. Donc, juge, ensuite, peut-être la jurisprudence, peut-être la doctrine ou la coutume. Bon, voilà. Donc, dans le cas d'espèce, qui a autorité aujourd'hui à dire ce qui est le cas? C'est la Cour suprême, juge du contentieux. Or, pour que la Cour suprême, juge du contentieux, entre dans le jeu, il faut qu'il y ait contentieux. Or, actuellement, les maires, les préfets évitent de créer le contentieux. Jusqu'à présent, en dehors du cas de Parakou, où le préfet est parti, alors que le processus n'est pas terminé, puisqu'il y a une candidature à l'interne du parti majoritaire, ce cas peut donner lieu à un contentieux. C'est-à-dire que soit Dame Matou, et qui Ablaï s'appelle, madame le conseiller Alimatou, qu'elle nous excuse le nom. Donc, Dame Alimatou, elle aurait pu aujourd'hui, elle peut saisir la Cour suprême pour
C'est pourquoi le préfet est rentré, alors qu'ils étaient encore majoritaires à l'interne. Parce que le départ de 15 FCBE ne vaut pas fin du processus. Le préfet a ouvert, il n'a pas fermé. Donc, après, la Cour suprême peut dire, ah oui, ça dépend. Donc, le contentieux peut aller dans tous les sens. Ça dépend de la lecture du juge en la matière. À ce niveau, personne ne peut prédire de ce que le contentieux va donner. Mais au moins, le cas par la Cour peut être un cas contentieux. Même le cas de Ifaï. Parce qu'il y a eu un scrutin où il y a eu un des candidats qui a gagné de BR contre l'UP majoritaire. Ah, finalement. Donc, oui, non, mais le préfet n'a pas... Il y a eu velléité. Donc, on les a calmés, mais après, il a perdu. Le candidat de l'UP a perdu. Le préfet a dit, ah, je vais m'arrêter. La minorité a gagné. Voilà. Donc, là également, ça peut faire l'objet d'un contentieux. Donc, il faut justement que les cas contentieux aillent à la Cour suprême. Pour interprétation. Sinon, là où les préfets ont reporté les séances, les mêmes causes produiront les mêmes effets. En tout cas, sur les 17 conseils non élus, tout n'ira pas dans l'ordre. Comme c'était, les cas vont se perdre. Donc, il faut s'attendre il faut même s'attendre si les partis politiques là ne règlent pas leur entente avant les cas du 2 ou 3, on aura encore des cas de blocage de les 2 ou 3. Sauf si les partis tirent le son de ce qui s'est passé et agissent. Comme le cas, par exemple, il y a une situation aujourd'hui à Boycon, où des élus BR, ou les élus UP de Boycon ont pris leurs responsabilités. Enfin, on fait une sortie, on élabore un texte en disant, nous restons fidèles à la ligne de départ, nous sommes prêts à voter pour le candidat désigné par le parti majoritaire BR, et que s'ils veulent, nous pourrons donner notre procuration. C'est une preuve de bonne foi. Le problème, c'est qu'on a vu des majorités élargies. Lorsque un élu qui est censé être, enfin, un candidat reçoit 4 pour et 20 contre, sur 25 possibles, comment vous appelez ça? 4 pour, 20 contre. Ça veut dire que le problème est plus criard que les... Mais le comportement déjà des élus UP de Boycon est à saluer. C'est leur bonne foi. C'est leur bonne foi. Ils sont prêts en disant on est prêt à donner. En même temps, ils alertent c'est-à-dire la hiérarchie, la direction des deux partis. Sur la nécessité de se concerter. Parce que ça, c'est un cri de détresse que les UP de Boycon. Et je trouve que c'est très à propos. C'est vraiment opportun. Je trouve que c'est bien. C'est bien de voir à l'interne déjà le problème et de chercher des solutions. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les préfets ne peuvent pas trancher le sujet. Le sujet ne peut pas être tranché par le ministre. Ils sont dépassés. Non, ils ne sont pas dépassés. Ils ne peuvent pas. C'est des situations qui sont dévolues. On les a fait des contentieux. Quand vous ne vous entendez pas sur la situation, sur l'interprétation, sur la compréhension, il y a un juge. Et la loi désigne la Cour suprême pour être en être le juge. Donc, il faut aller vers le juge. Donc, il faut créer d'abord la situation. Mais vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, on ne peut pas demander un conseil. On ne peut pas demander un conseil à la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas conseillée. Elle n'est pas conseillée du processus. Elle est juge du contentieux. Donc, il faut déjà que le contentieux soit créé. Il faut qu'une situation de droit se crée sur le terrain issue d'une certaine interprétation. Un des candidats peut même saisir la Cour suprême sur le fait que les préfets ne soient pas allés jusqu'au bout. Par exemple, je prends le cas de Paracou, j'en ai parlé. Mais on peut même regarder, si on veut voir plus loin, prendre les autres cas. Lorsque le préfet dit, ah, moi je vais m'en référer à la hiérarchie. Un aveu d'impuissance. Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance. C'est qu'il est perdu. Or, dans la loi, c'est lui qui installe. Dans la loi, c'est le préfet qui installe. Ce n'est pas le ministre en charge de la décentralisation. C'est le préfet tutelle de la mairie, du maire, qui installe. Et donc, il doit aller au bout de cette prérogative et se faire peut-être redresser par la Cour suprême ou renforcer par la Cour suprême. Il doit créer la situation du droit. Donc, en la matière,
En la matière, les préfets n'ont pas, et je pense, j'ai déjà dit dans une chronique, peut-être qu'ils ont reçu des instructions, mais ici, la loi les a responsabilisés. Évidemment, eux aussi, ils ne sont pas des autorités élues, c'est des représentants, des autorités déconcentrées. Ils représentent la hiérarchie, l'État, donc le chef de l'État, le militant. Du coup, ils suivent quelques instructions, c'est normal, mais la loi est claire là-dedans. Donc, c'est pour vous dire, est-ce que la loi a été mal rédigée? Non. Pour moi, elle aurait peut-être pu être plus explicite. Elle aurait dû prendre peut-être des options aussi claires. Mais quelle que soit la clarté des options, je vous l'ai dit, la dynamique humaine est telle qu'on ne peut jamais tout régler. Donc, c'est pour ça que le contentieux existe. Alors, donc, ce que je passe, imaginez que depuis le 28, le vendredi 29, quelqu'un avait déjà saisi la Cour suprême. Bien, bon, comme c'est un contentieux lié à l'installation des conseils, et la Cour suprême a un délai. Ça aurait pu aller vite. Ça aurait pu aller vite. On aurait eu. Et cette décision de la Cour suprême permettra qu'on aille plus vite, peut-être avec quelques retards, mais ça permettrait d'aller plus vite. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que, à défaut de les situations s'arrangent au moins, que tout au moins le problème contentieux soit créé pour qu'on puisse avoir des réponses aux solutions. Donc, l'un dans l'autre, c'est une nouvelle loi. C'est de nouvelles manières de faire. Et on ne peut pas dire que tout doit aller sur les roulettes. Mais comme je le dis, quand ce cas arrive, ça nous donne, nous, consultants et commentateurs de l'actualité, ça nous donne l'occasion de regarder voilà, du gré à moudre. Ça donne du gré à moudre. Ce que nous disons peut inspirer les pouvoirs publics, donc le législateur, par exemple, ou les partis politiques. Ça peut les inspirer à voir ce qu'ils peuvent faire, ou après, bon, ils peuvent également dire, ben écoutez, ça fait lui, ça c'est, ils ne savent pas de quoi on parle, bon, nous voyons les choses du côté, mais c'est des situations quand même que nous analysons, chaque fois quand ils sont créés, quand une loi est votée, on essaie de voir à l'interne, un peu comment ça peut se comporter et sur le terrain, et voilà, l'un dans l'autre, ces cas, donc, ne doivent alarmer personne. Mais je pense qu'il permet de nous voir qu'on ne peut jamais tout régenter et tout régler. On peut prendre prendre des grandes options et maintenant la pratique permet de densifier, de renforcer et d'équilibrer. Donc, ces cas-là, même si la loi reste telle aux élections générales de 2026, on n'aura plus ces problèmes-là liés parce que ces cas ont déjà fait l'objet d'une jurisprudence, par exemple, de la Cour suprême, par exemple. Alors, bien évidemment, une question quand même se dégage. Est-ce finalement ces blocages-là ne risquent pas aussi de fragiliser les partis à l'interne ou tout au moins, en tout cas, compliquer la cohabitation au sein des conseils communaux? Alors, si on maintient l'imposition, oui. Si l'imposition est maintenue, oui. C'est-à-dire que si on ne laisse pas les dynamiques se gérer, se créer, pour faciliter la cohésion interne, ça peut être difficile. Je vous ai dit, au niveau national, il y a un chef connu, qui est le maître absolu. Au niveau des localités, au niveau des communes, ce n'est pas le cas. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, la cohésion peut être mise à mal si on imposait nécessairement que c'est les partis majoritaires qui doivent. Si on n'ouvre pas les dynamiques, oui, là où ça doit se faire, ça s'est fait. Là où ça doit se faire, ça s'est fait. 10 contre 9, à des endroits, c'est fait, nickel, et on n'en parle plus, quoi, quand on dirait l'autre. Donc, là où c'est cohérent, là où la cohésion existe, ça passe. Mais là où ça n'existe pas, je pense qu'il faut laisser les dynamiques s'exprimer. C'est ça la démocratie. Qu'on n'oublie pas que les conseils communaux municipaux ne sont pas la majorité, mais c'est tout le nombre. À Cotonou, ils sont 49, à Kabylie, ils sont 9 ou 11. Il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire, c'est un nombre donné, et donc c'est eux qui vont gouverner ensemble la commune. Et pour piloter la commune, il faut qu'il y ait une cohésion. Et si la cohésion doit passer par des coalitions, je trouve que c'est normal qu'il y ait des coalitions, que BR coalise avec FCBE, ça ne dérange pas pour le développement d'une localité X. Je ne vois pas en quoi ça perturbe la cohésion nationale et les dynamiques au niveau national où BR et UP sont autour du chef de l'État. Que UP coalise avec FCBE, il n'y a aucun mal. Que UP et BR s'allient ailleurs, il n'y a aucun mal. Donc, pour moi, les questions de communes, il faut les ouvrir pour qu'il y ait plus
cohésion, de cohésion, de dynamique dans la gestion. En dehors de ça, bon, si la Cour suprême va dans un sens ou dans un autre, on va y aller, on va s'adapter, et après, on verra bien comment ça va évoluer. Mais il faut qu'on en finisse avec les... faut pas que les... Vous savez, comme je vous l'ai dit, le développement aujourd'hui, le défi, c'est le développement des communes. C'est le développement durable des communes. Et là, on a oublié ça. Après 3 mandatures, où beaucoup de communes ont erré, et comme je l'ai dit, si on vous regardez le bilan de la décentralisation, si vous sortez, vous enlevez les fonds FADEC, par ailleurs très mal gérés dans beaucoup de communes, très mal gérés dans beaucoup. Quand vous enlevez les interventions directes de l'État central, mais il y a plus de la moitié de nos communes, ils n'ont rien, il n'y a eu aucun développement majeur. Or, la décentralisation a pour vocation, a pour objectif de permettre aux populations à la base de prendre possession de leur développement et de le rendre dynamique et de le rendre dans les faits visibles, objectifs, un développement local avec comme je l'ai déjà dit une fois, une fonction publique, enfin non pas une fonction publique, une bourgeoisie locale, vous voyez, une communauté communale, l'intercommunalité, la coopération décentralisée. Donc, il faut que le natif d'une commune soit fier de rester dans sa commune parce que ça bouge. Ça bouge. Donc, on n'a pas vécu ça. On n'a pas, même dans une ville comme Cotonou, que ce soit dans les citadelles, que ce soit dans les localités reculées, je pense qu'il y a eu échec dans beaucoup. Je vous l'ai dit. Et les cas où ça a marché, c'est des cas exceptionnels. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau national, où on essaie d'assainir, il faudrait que les maires, les nouveaux maires, soient des maires de développement. Comment vous voulez qu'ils développent s'ils doivent être dans les jeux tout le temps de compromission à chaque fois quand il doit avoir une session de conseil communal ou municipal? Il faut qu'ils soient cohérents en leur sein. Donc, pour qu'ils atteignent cet objectif, il faut que les exécutifs communaux soient des exécutifs de cohésion et non des exécutifs mécaniques issus d'une majorité virtuelle. Comme je le dis, une majorité virtuelle, parce que ça c'est au terme d'une élection. Et après l'élection, il y a les hommes qui se retrouvent. Il faut que les hommes puissent apprendre à travailler ensemble. Je pense que en la matière, l'affinité et le fait de s'entendre, de savoir utiliser les mots qui conviennent les uns aux autres, sans être nécessairement les mêmes, ça passe beaucoup plus que appartenir au même parti. Voilà. Et là, je pense que les sociologues pourraient en dire beaucoup plus. Parce que là, on n'est plus dans du droit, on est dans la sociologie, on est dans la vie en communauté, on est dans le vivre ensemble. Et le vivre ensemble ici, ce n'est plus, je pense qu'on doit aller au-delà du droit et regarder du côté de la sociologie pour gérer cette question liée aux exécutifs communaux. Voilà, vous avez parlé du développement. C'est vrai que les blocages nous ont pris tout le temps. On aurait pu quand même voir que au niveau des profils, ça commence par changer. Quand on a vu des gens comme Charles Toko à un moment donné aller à Parakou, on s'est dit c'est rare, mais cette fois-ci, avec les installations en cours, pas mal de personnalités, des carrures intéressantes quand même se sont positionnées. Peut-être que on est en passe d'enregistrer quelque chose de nouveau dans nos conseils. Non. C'est pas lié à un homme. C'est pas lié à un homme. Un homme conduit une équipe. Il faut qu'il y ait une cohésion au sein des équipes. S'il n'y a pas de cohésion, un homme ne peut rien. Vous parlez de Charles Toko, comme je vous l'ai dit, est venu dans une cas, c'est un cas d'école, la manière dont il est arrivé. Et bien, le résultat, c'est un cas d'école aussi. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un cas d'école. Donc, Parakou devient peut-être une plateforme. Une sorte d'école. D'ailleurs, c'est une ville pilote au niveau de la décentralisation, puisque au niveau de la coopération décentralisée, je pense qu'ils sont en jumelage avec une commune française, un peu comme Djougou, un peu comme donc Porto Novo, donc pour faire la phase pilote de la décentralisation, je me rappelle, un peu à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc, Parakou est une plateforme particulière avec le cas Toko. Mais il y a, comme je vous dis, contrairement au niveau national, où le chef de l'État
est le chef de l'administration, il nomme aux fonctions, il donne le contenu, il met fin. Le maire n'a pas cette qualité. Le maire est un élu local et il dépend. C'est comme le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas un chef absolu. Il dépend des desiderata des 83 ou 82 autres. Donc, il est obligé de tenir compte de la majorité. Donc, c'est ce qu'on l'autorise à faire qu'il fait. Maintenant, il y a une partie institution, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est consulté par le chef de l'État sur des questions données, il donne son avis. Là, il n'a pas besoin de l'avis. Non, là, c'est là, on dit le chef de l'État consulte le président de l'Assemblée. Ça, c'est différent. Il y a le président de l'Assemblée nomme, c'est différent. Mais quand c'est les délibérations de l'Assemblée nationale, ça, c'est la majorité, c'est la plénière. Et au niveau local, c'est la même chose dans les conseils communaux, municipaux. C'est les assemblées, c'est les conseils qui délibèrent. Et le maire exécute, comme dans un conseil d'administration, une direction exécutive. Le conseil, les conseils communaux, municipaux, c'est comme un peu les conseils d'administration des entreprises. Et le maire, c'est un peu comme la direction exécutive. Donc, ils prennent leurs fonctions, ils prennent leur pouvoir des conseils municipaux ou communaux. Donc, tu as beau être un maire puissant, un maire charismatique. Si ton charisme n'arrive pas, ou ton leadership n'arrive pas à fédérer, au niveau des conseils, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas décider d'aller, tu ne peux pas tout faire seul, ils vont te destituer. Donc, ce n'est pas lié les carrures individuels peuvent induire un leadership, peuvent induire un leadership au niveau local, mais ces carrures ne sont pas l'élément fondamental pour qu'il y ait bonne gouvernance au niveau, une gouvernance de qualité au niveau local. Il faut une cohésion à l'intérieur, il faut une symbiose, il faut une sorte de vision. La mairie doit avoir, c'est comme les plans de développement communal, un plan de développement communal. Le plan de développement de la commune doit être fait. Donc, quand ils sont arrivés, un conseil comme celui-là, dans une commune, lorsqu'ils arrivent, il faudrait déjà qu'ils visitent ce qui existe comme plan et qu'ils disent bien, nous sommes là pour 6 ans. Au-delà d'être grands électeurs, comme vous l'aviez dit, on est là de parrainer, ça c'est anecdotique. Quelle vision avons-nous pour notre commune? Quelle ville nous voulons inventer? Quel objectif nous devons atteindre à l'horizon 2026? On regarde le plan du développement national, c'est-à-dire que le programme national, les visions du chef de l'État, les visions du gouvernement pour la localité, pour la commune. On regarde maintenant ce que la mairie, le conseil précédent a. Et on définit, on regarde des trucs, on définit maintenant une stratégie, enfin une vision à l'horizon du mandat, ou un peu plus, et une stratégie. Après, on fait les objectifs. Donc, pour le faire, il faut être ensemble, il faut une cohésion. Parce que si vous ne faites pas ça, certains vont le torpiller, et ça va fondre. Voilà. Donc, les hommes forts, oui, mais leur charisme, leur force doit être plutôt du charisme, du leadership, à l'interne pour fédérer les énergies et conduire tout le monde au travail. Compliqué de toutes les façons, vous l'avez dit, la loi à elle seule n'arrive pas à régler tout ça. Il y a un côté fort humain qu'il faudra sans doute gérer. Vous pouvez écrire la loi avec 50 000 articles, il va tout rester. Parce que les hommes regardent là où la loi n'a pas pu dire et cherchent le contournement par là. Donc, il faut laisser les dynamiques et gérer les cas au cas, par cas. Et je pense que c'est ce qui se passe chez nous. Voilà. Alors, nous allons demander aux consultants, d'abord, on va dire, de faire son récapitulatif en termes de conclusion de cet entretien on va pas dire entretien de dimanche, c'est pas cette instance. On va parler plutôt de décryptage. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Disons que on ne peut pas conclure ce 31, puisque on a encore des conseils à installer. Tout à fait. Jusqu'au 5. Ce qui serait intéressant, c'est que les préfets aillent au bout. On a dit qu'il faut que les préfets aillent au bout. C'est la loi dit qu'ils installent. On met un bureau d'âge. Ils ont cette prérogative. Et ils n'ont qu'à faire une lecture cumulée et expliquer des articles 189, 190 et 196. Lorsqu'ils vont faire une lecture cumulée et expliquer des articles 189, 190 et 196 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, ils verront
déjà l'orientation. Et s'il ne se retrouve pas, là où il peut y avoir confusion, c'est à l'article 90, où la question de savoir est-ce que les candidatures multiples, c'est au sein du parti majoritaire, ou on ouvre le jeu après le premier tour. Ils n'ont qu'à faire une option. Et là, maintenant, c'est peut-être que les directives du ministre en charge de la décentralisation, issues des instructions peut-être qu'ils recevraient du chef de l'État, peuvent leur permettre d'aller de l'avant et laisser le reste au contentieux. Ça permettrait donc d'éviter d'abord les crises au niveau des communes, donc d'installer tout, de les laisser, et maintenant de laisser la main à la Cour suprême pour gérer la suite. Ensuite, au niveau des partis politiques, je pense que, comme je l'ai dit, ils peuvent réduire le fossé des malcompréhensions, notamment les partis qui sont de la majorité présidentielle, UPBR, ils peuvent réduire le fossé en essayant quand même de se donner quelques directives générales, quelques règles comportementales, savoir où est l'essentiel de l'accessoire. Ils peuvent le faire également pour créer la dynamique de majorité présidentielle sur le terrain. Là, ce n'est pas une obligation pour eux, mais ce serait souhaitable s'ils ne le faisaient pas. Dans l'un ou l'autre des cas, comme je le dis, rien n'est alarmant. Tout ce qui se passe nourrit le droit, renforce les textes et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du pays. Donc je pense que tant que les institutions jouent leur rôle, il n'y a pas péril en la demeure. Décryptage de ce dimanche de Pentecôte. Merci à vous, consultant Agapit Napoléon Mafourican, amis téléspectateurs. Restez des nôtres dans, on va dire, cette alliance-là que nous avons avec vous pour cette actualité politique.